Bonjour à tous, dans ce complément du mag, nous allons regarder quelques-unes des combinaisons qui se sont déroulées au championnat du monde 2019 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et on va tout de suite commencer un peu par un panorama des gaffes qui ont eu lieu. Et on commence par les deux compatriotes Joël Atsé et Jacques Aka de la Côte d'Ivoire. Joël Atsé est champion d'Afrique, il conduit les Noirs. Et pour lui, les choses vont très bien se dérouler, un peu trop bien se dérouler, puisque dès le début de la partie, Jacques Aka va commettre une bourde qui peut être incompréhensible à ce niveau de la compétition. Voilà, la bourde arrive ici, 43-39, et c'est déjà fini, parce qu'il va y avoir un petit coup de mazette, alors certes, qui est souvent commis par des débutants, voire même des joueurs chevronnés, qui ne surveillent pas les combinaisons dès le début de la partie. Et là, il suffit simplement de faire sauter ce pion pour réaliser une rafle. Et donc on donne d'abord par 20-24, puis 22-28. Et là, c'est évidemment la catastrophe pour Jacques Aka. Sa partie est déjà terminée, donc c'est une partie qui a fait beaucoup parler d'elle. Et Jacques Aka perd le pion et perdra évidemment la partie par la suite. Alors on peut se poser la question du pourquoi de ces fautes en championnat du monde. Alors il faut savoir qu'il y a 19 parties, il y avait 20 concurrents, une partie par jour, avec une tension évidente entre les joueurs, parce qu'un titre mondial se joue. Et les parties sont regardées dans le monde entier, donc évidemment, chacun veut bien faire. Et la tension est génératrice d'erreurs. Alors, est-ce qu'un grand maître a le droit de faire des bourdes et a le droit de commettre de telles erreurs? Eh bien, oui, tout joueur est susceptible de commettre ces terribles bévues. Je pense qu'ils se flagellent eux-mêmes après avoir fait ce genre de bévues. Et on ne peut pas supposer que les matchs ont été truqués ou que les matchs ont été fixés, comme on dit. L'erreur est humaine et même les grands maîtres en sont capables. Donc ici, on a en deuxième partie Igor Morena du Brésil contre Martijn van Eisenhorn des Pays-Bas. Et Igor Morena va commettre la terrible erreur, mais terrible, elle n'est pas non plus si évidente que ça. Donc Igor va jouer 38-32. Et là, il y a un simple coup direct, pas facile forcément à voir, alors surtout pour le débutant, et même pour ce niveau, Igor Morena est grand maître. Et le coup direct, c'est simplement réussir à amener un pion blanc ici, pour aller faire la dame en 49. Et quel pion blanc peut arriver ici? Mais si on regarde les possibles prises, il y a ce pion-là qui peut arriver à dame. Il suffit de donner par 25-30 et on prend 4 pions et la dame. Et c'en est fini des espoirs des blancs. Alors, troisième partie, elle oppose le grand maître international Ndiaga Samb sénégalais à Ahmed Sanogo. Ahmed Sanogo qui a fini dernier de ce championnat du monde, il est ivoirien. Et ici, les blancs n'ont qu'un coup jouable, ce qui est d'ailleurs généralement assez confortable en calcul, puisqu'on n'a pas de temps à perdre, puisqu'il y a des combinaisons un peu partout. Et Ahmed Sanogo ne voit pas le coup obligatoire 40-35. Là, il n'y a pas de combinaison sur 40-35. Par contre, il joue 36-31. Alors 37-31 n'était pas possible. 37-31 n'est pas possible parce qu'on donne simplement ici 2. Puis ensuite par 23-29 et on fait une dame. Mais Ahmed Sanogo se laisse surprendre par un coup relativement simple qu'à ce niveau on peut qualifier de gaffe également.
parce qu'il y a simplement 17-22, puis 16-21, et un simple coup de mazette, et la dame, avec ce qui a suivi, et Ahmed Sanogo ne s'en sortira pas contre un Diagassambe. Quatrième partie, mais elle oppose l'Ivoirien Ahmed Sanogo au Brésilien Igor Morena. Et dans cette partie, le joueur ivoirien va commettre une grosse erreur, une grande erreur. Ici, par l'attaque du pion 29, et cette nouvelle attaque, 33-29, qui est aussitôt sanctionnée par la prise majoritaire 19-24. Et là, les blancs sont obligés de prendre 4 pions. Et c'en est évidemment terminé. Désespoir blanc dans cette position. Alors, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que au moment de l'attaque, de l'attaque fautive, on peut imaginer 35-30 et 34-39, suivi de l'attaque. Et là, on va voir l'intérêt du soutien de la case 24. Donc ici, on peut se placer de telle façon que les noirs sont paralysés du fait qu'ils ne disposent pas de ce soutien à 24. Mais on va voir en fait que on peut très bien faire la même chose côté blanc et supprimer le soutien 27 par un gambit. Donc là, on ne peut pas attaquer les deux pions parce qu'il y a simplement le collage. Et si on joue 38-33, le gambit 16-21 permet d'avoir une situation un peu symétrique où les blancs maintenant ne disposent pas du soutien de la case 27 et la partie peut ainsi se terminer par une remise. Alors on voit ici un contre-gambit 34-30 et puis les noirs sont bien obligés de se diriger vers la remise parce qu'ils n'ont aucun coup véritablement correct pour gagner la partie. Sur ça, par exemple, on fait simplement ce petit coup. Et donc les noirs n'ont d'autre choix que de venir en 22. Et là, on se dirige tranquillement vers la nulle. Donc un petit passage un peu intéressant sur le thème du soutien des cases 24 et 27 en partie classique. Alors la palme de la gaffe revient à Ivan Trofimov, le russe, dans une ouverture face au chinois Pan Yiming. Ça va aller très vite, car dans cette position, ici, 20-24, c'est déjà fini pour Ivan Trofimov, et c'est vraiment une faute de débutant, parce que suit simplement 32-28, donc Pan Yiming n'a pas dû en croire ses yeux. Voilà comment gagner simplement un grand maître qui réalise une erreur vraiment monumentale. Et donc avec le gain du pion, Pan Yiming gagnera cette partie. Alors le très jeune joueur chinois qui n'a que 15 ans, qui est grand maître international et qui finit deuxième de ce championnat du monde, c'est la première fois qu'un chinois arrive à cette place dans un championnat du monde. Bon, il faut dire aussi qu'il a eu un peu de réussite avec ses adversaires, en particulier ici, Igor Morena commet une erreur qu'on peut qualifier également de débutant. Alors elle est un peu plus subtile que les autres erreurs. L'erreur c'est 41-37 et tout joueur de club connaît ce coup que l'on appelle le coup Springer. Pan Yiming évidemment l'exécute. Donc 24-29, prise de deux pions obligatoire, c'est le principe du coup Springer. Et on décale maintenant le pion 30 en 34, 40-29, et on n'a plus qu'à renvoyer et exécuter une rafle qui gagne le pion. Et avec le pion de moins, Pan Yiming n'aura pas de mal à remporter cette partie. Alors on va maintenant aborder des coups qui ne sont pas vraiment des coups de débutants, mais des coups qui restent relativement simples, qui ont été, je le rappelle, exécutés en championnat du monde à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, donc au mois de septembre. Et ici, on a la partie Van Eysendorn contre Jacques Aka. Et Jacques Aka, en fait, commet ici l'erreur de jouer 2-8.
Et après 34-29, il n'y a plus rien à faire, puisque aucun coup n'est possible, si ce n'est ce 15-20. Alors, Martin van Eysendern pouvait déjà en finir avec 28-23. Car alors, aucun coup n'est jouable pour les noirs. Hein. On voit sur 11-17, eh bien, il y a simplement, après cet échange-là, cette combinaison et la dame. Mais Martin van Eysendern va s'y prendre autrement. En fait, il va jouer simplement 50-44. Et là, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à faire. Évidemment, 10-15 n'est pas possible parce qu'on pique et on gagne le pion. Et sur 11-17, eh bien, il y a ce petit coup qu'on appelle le coup de l'espagnol. Et donc on peut considérer que cette erreur est une erreur qu'un débutant est capable de déceler. Alors, l'erreur en fait vient de la position au moment où Jakaka joue 2-8. Il faut jouer 2-7 pour, sur l'attaque 34-29, pouvoir jouer 18-23. Alors des combinaisons, il y en a eu beaucoup, hein, c'est normal. Elles sont souvent le fruit d'une longue bataille stratégique. Ici, on a Joel Hatze qui a joué pendant toute la partie avec un enchaînement de l'aile droite. Et Gunnar Börjesson est gêné par le pion, par son aile gauche, et en particulier ce pion 31, qui n'a pas de soutien en 36. Et après le dégagement qu'effectue Joel Hatze, eh bien, celui-ci va profiter de cette faiblesse du pion 31. Ici, lorsque Gunnar Börjesson, le grand maître international surinamien, attaque le pion 23, eh bien, on réalise simplement ce petit coup qui permet à Joel Hatze, le champion d'Afrique, de l'emporter. Alors, Guntis Valneris, le laiton, a fini 3e de ce championnat du monde. Et ici, bien, il surprend Nikolai Germogenov, qui joue 7-11. Là, il y a un petit coup un peu caché, mais que l'on peut presque qualifier de gaffe, car s'ensuit eh bien l'envoi à dame, 37-31, 46-41, et simplement 33-29. La dame doit prendre. Et on s'assure ainsi du passage à dame et plus tard du gain de la partie. Alors l'Ivoirien Ahmed Sanogo parviendra dans ce championnat néanmoins à gagner 2 parties. Et ici il gagne le néerlandais Jit Slump qui vient de jouer 8-13. Et Ahmed Sanogo en termine avec 23-19, l'envoi à dame, le temps de repos, et sur le temps de repos, la dame doit prendre, et Anogo fait une dame qui lui permettra de remporter une de ses 2 seules victoires de ce championnat du monde. Dans une partie qui s'annonçait passionnante entre Kassim Souaré le Malien et le champion d'Europe Michael Semianuk, eh bien, les spectateurs en ont été un peu sur leur faim, sont restés sur leur faim, car Michael Semianuk commet très vite l'erreur de jouer ici 9-14, et 32-28 signe la fin de la partie, car sur cette prise, que ça soit ici ou là, eh bien, il y aura un gain de pion, donc Semianuk a pris en 42, et on prend simplement ces 3 pions, et la partie s'arrêtera un peu plus tard, mais avec le gain de pion, Kassim Souaré n'aura pas de mal à gagner cette partie. La partie Trofimov-Sanogo va montrer un passage intéressant. Trofimov va amener une combinaison assez thématique des parties de pion taquin, de ces parties de flanc. Un des enjeux est l'attaque du pion central. Sanogo répond. Et Trofimov se place pour
pour la combinaison qui va suivre. Ici, 13-19 n'est simplement pas autorisé. Et c'est ce que Sanogo joue, car suit simplement 32-28. Et le coup de revenez-y. On donne 2. On renvoie. Et la dame qui assure la victoire. Un fragment très intéressant entre l'ivoirien Jacques Aka et le letton Guntis Valneris, une partie semi-ouverte. Jacques Aka semble apprécier ce type de partie. Et Valneris va jouer 23-29, un très joli coup. La partie va se poursuivre par 27-22, l'attaque du pion, et là, Jacques Aka décide de faire un gambit, c'est-à-dire de laisser temporairement le gain du pion au letton Valneris. Et on voit tout de suite l'idée de ce gambit, c'est de venir percer par 28-23 pour prendre les 2 pions et s'assurer le passage à dame. Mais Valneris a bien calculé quand il a joué 23-29, et il force le jeu par 26-31. Jacques Aka n'a pas d'autre choix que de fermer. Et Valneris joue 8-12, ce qui fait que le fait de donner 2 ne va pas permettre d'aller à dame, car on sera obligé de prendre 4 pions. Et là, Valneris conclut par un très joli 27-32. Enfin, conclut. La fin ne sera pas si claire que cela, mais Jacques Aka ne réussira pas à annuler cette partie délicate sur la finale. Donc on voit ici l'avantage des noirs, qui sont les premiers à pouvoir aller à dame, et Jacques Aka ne s'en sortira pas dans le final. Une partie intéressante entre Marten van Eysendorn, le néerlandais, et Nikolai Jermogenov, le joueur russe. Une partie qui va se terminer de façon tactique délicate à calculer. Donc on voit ça. Jermogenov joue 3-9, ce qui permet à Marten van Eysendorn de jouer 27-22. On ne peut pas dans ce genre de situation faire le 1 pour 2, car sur le temps de repos, on a simplement ce petit coup 39-34 qui permet d'aller à dame. Donc c'est thématique, ce qui permet à Eysendorn de faire une Getem. La partie se poursuit, et c'est ici qu'arrive le fragment tactique le plus délicat à calculer. 13-18. On donne 2, ce qui permet maintenant d'avoir accès au pion 32. On perce, et les noirs prennent 4 pions et croient pouvoir s'en sortir, mais Eysendorn pousse par 21-17, donc les noirs prennent. Puis après cette suite de prises, les blancs parviennent à faire une dame. Les noirs, eux, ne peuvent pas damer, car leur dame serait reprise aussitôt. Donc ils sacrifient un pion supplémentaire, et dans le final, les blancs parviendront à l'emporter, en raison des pions noirs qui volent un peu trop sur le damier. Et on va voir que ces pions sont très fragiles, tandis que les pions blancs ne sont pas en danger. Et la fin de la partie. Un fragment très intéressant entre les deux joueurs ivoiriens Ahmed Sanogo et Joël Etse, le champion d'Afrique actuel. On est dans une partie classique et Joël Etse joue 48-42. Et là, Ahmed Sanogo craque en pensant réaliser un passage à dame par l'envoi à dame. 14-20. Puis 11-16, la dame prend, et on vient en 36. Mais évidemment, le coup de Joël Etse 48-42 permet
simplement de réaliser un petit coup Philippe. Et les blancs gagnent cette partie. Alors c'est un passage intéressant parce que si on revient sur la faute, ici 14-20, les noirs avaient 17-21. Et de façon assez surprenante, 31-27 ne gagne pas. Parce que il y a 11-17, 17-22 et 24-30. Et là, bien, c'est très compliqué pour les blancs de prendre l'avantage. En particulier, 16-11 ne fonctionne pas en raison de 14-19. Et là, les blancs ne peuvent pas jouer 11-7. Car suit simplement ce petit coup. Et donc, les blancs, s'ils veulent gagner, doivent retarder le coup 11-7. Alors on peut imaginer 40-34, mais sur 40-34, toujours très difficile à calculer, 26-31, la prise de 2. Donc là on peut penser que la situation est avantageuse aux blancs parce que la dame va être prise, mais sur 11-7 et la reprise en arrière, eh bien, il y a simplement 18-22 qui assure en fait une très bonne fin de partie pour les noirs. Fin de partie qui devrait vraisemblablement se diriger vers la remise. Donc une partie intéressante où Ahmed Sanogo, mais en fait, craque dans un moment difficile où il faut avoir des grandes capacités de calcul. Une partie maintenant du champion du monde Alexander Georgiev qui nous montre qu'il faut savoir faire remise quand la position est pas claire. Donc ici les blancs ont peut-être ce pion 36 qui est gênant pour la fin de partie. Et Georgiev, le champion du monde, eh bien, se dirige tranquillement vers la remise en attaquant par 33-29. Et le coup de revenez-y, en fait, ne sert pas à grand-chose, car Georgiev a simplement prévu de réaliser la remise par le coup suivant. On donne 4, et on prend 3. Et là, il n'y a plus rien à craindre pour les blancs. Alors, on poursuit avec une partie qui a dû être une terrible désillusion pour Jacques Aka, l'ivoirien, contre le joueur mongol Ongobileg Tserenbiamba. On voit ici une partie qui semble très avantageuse aux blancs, mais le joueur mongol va s'en tirer admirablement bien par ce gambit. On donne 2 et on récupère un pion. Et on voit que les blancs maintenant sont gênés par le pion arrière 40 qui empêche tout développement de l'aile droite. Et Jacques Aka ne parviendra pas à s'en sortir. Et après cet échange arrière, eh bien, il commet l'erreur de jouer 38-32. Et on a simplement ce coup de dame qui permet au joueur mongol de se sortir d'une situation qui initialement n'était pas à son avantage. On peut revenir sur l'erreur. Alors on peut évidemment penser que ce 38-32 est une grosse erreur pour un joueur de la qualité de Jacques Aka. Mais la partie dure déjà depuis plus de 4 heures. Il y a une grosse tension, encore une fois. Et Jacques Aka est certainement à cet instant un peu déçu de la façon dont se poursuit cette partie. Et il y avait peut-être ici simplement 48-42 qui ne laisse pas de combinaison et qui permettra plus tard de jouer 33-29 et de pouvoir déplacer enfin ce groupe de pions blancs. Donc on voit qu'un championnat du monde, eh bien oui, il est source de tension et les erreurs, surtout aux alentours du 50e temps où la fatigue se fait sentir, eh bien, les erreurs sont fréquentes, même au niveau des maîtres internationaux et des grands maîtres internationaux.
Alors le même Jacques Aka réussira à faire une remise contre le très expérimenté Ndiaga Samb, le joueur sénégalais, plusieurs fois champion d'Afrique. Ici, il est menacé de 17-22, mais en fait la position n'est plus du tout avantageuse pour Ndiaga Samb, qui joue 14-19 pour éviter le collage sur l'attaque 17-22. Mais Jacques Aka s'en sort simplement, si l'on peut dire, par 25-20. Et puis ce double 2 qui lui permet de s'assurer une nulle tout à fait égale. Il n'y a plus rien ici pour les noirs, à condition évidemment de ne pas se diriger vers la case 44. Sinon il y aurait opposition, mais simplement vers la case 43. Et là, les noirs ne pourront pas arrêter les blancs dans leur passage à dame. Alors un autre fragment où on voit l'importance de trouver la partie remise lorsqu'il le faut. Ici, Ivan Trofimov contre le néerlandais Jan Groenendijk. Ivan Trofimov décide de se diriger maintenant vers la nulle, car la position est délicate. En particulier, on peut imaginer 30-25, 21-26, et sur 34-30, on a le gambit 16-21 et le passage. Et là, la situation est très délicate pour les blancs. C'est un exemple. Donc, Trofimov décide de se diriger vers la nulle par cette combinaison très instructive, 28-22. Et là, 34-29, prise majoritaire, les noirs ne peuvent pas prendre 3 pions. Ils sont obligés de prendre 4 pions. Et la partie est remise sur le coup. Enfin, quelques temps plus tard, voilà ici. Donc, une façon de faire remise instructive dans cette fin de milieu de partie classique. Alors, à présent, une combinaison qui ne donnera rien d'autre que partie remise. Donc, elle oppose Kassim Souaré, le malien, au joueur ivoirien Ahmed Sanogo. Kassim Souaré qui vient de jouer 12-18 pour développer son aile droite. Il y a une combinaison qui permet le passage à dame. Et cette combinaison, c'est d'abord 16-21 et 17-21 qui permet ensuite de donner ces deux pions-là, ce qui n'était pas possible les coups d'avant, à cause du pion 17. Donc on enlève d'abord le pion 17, puis 23-28, et la combinaison qui va à dame, mais la dame est simplement reprise ici par 38-32, et la dame a beau fuir, on finit par la prendre, et là il n'y a plus assez de pions en jeu, et Kassim Souaré saura, malgré cette position un peu bancale, on voit la répartition un peu déséquilibrée, Kassim Souaré saura remiser cette partie sans problème. Alors on retrouve Jacques Aka dans un de ses styles préférés, la partie semi-ouverte. Mais là, Jan Groenendijk va prendre le dessus. Donc on voit bien les structures de la partie semi-ouverte. Jan Groenendijk pionne le pion 29. Et là, les blancs sont terriblement gênés dans leur développement. Très peu de coups sont possibles, peut-être 32-28, mais Jacques Aka joue 43-39. Et c'est terminé. Car les noirs exécutent une petite combinaison par 23-28, prise de 2, donc évidemment on ne peut pas prendre avec le pion 35, sinon on perd direct le pion, mais avec le pion 45, on perd également, en raison de cette combinaison qui donne le passage à dame, et le gain plus tard de la partie. Alors, une très belle partie entre Jan Groenendijk et Alexander Schwartzman. Alexander Schwartzman qui est spécialiste des encerclements. Et ici, c'est très au noir.
Jan Groenendijk nous montre également ses capacités de calcul. Alors il joue 13-18. Alors non pas 12-18, qui permet 36-31. Et sur la prise arrière et la prise de 2 des blancs, le passage à dame pour les noirs. Mais les blancs auraient joué 29-23. Et les noirs ne peuvent empêcher le passage à dame par 8-12, car suit le terrible 23-18 et 34-30. Donc 34-30, pardon, 34-30. Et cette prise de 3 qui assure le gain de la partie. Donc on revient en arrière. Jan Groenendijk joue 13-18. Et la partie se termine de façon assez violente, mais avec un résultat paisible. Avec ici ce très joli coup. Et vous allez voir que la fin nécessite de grandes capacités de calcul. Car sur 35-30, eh bien Jan Groenendijk par ce gambit, eh bien, force les blancs à la nulle, car ils sont pris en zugzwang, c'est-à-dire aucun coup blanc n'est correct. Et les blancs sont contraints de laisser le passage à dame. Et Jan Groenendijk, en fait, malgré son pion de plus, ne pourra gagner cette partie. Alors on va terminer avec les deux combinaisons que nous avons vues dans le mag avec Jan Lambert-Kops. Ici, Jan Groenendijk a joué opportunément 9-14. Joël Hatzé doit prendre une décision et joue ce qui causera sa perte, 30-24. Et Jan Groenendijk en finit avec la combinaison 13-19, envoi à dame, un revenez-y, qui place le pion 31 finalement sur la case 22. Et on reprend la dame pour y aller à notre tour. Et les noirs, Jan Groenendijk, gagneront cette partie. Et pour finir, ce qui pour moi est la plus belle combinaison de ce championnat du monde, Ndiaga pense pouvoir éviter la combinaison par 34-30, mais Ivan Trofimov lui a préparé une très belle surprise, 16-21, 7-12. On replace le pion 33 là où il était, mais ce qui permet d'envoyer les blancs à dame. Temps de repos, la dame prend, on prend d'abord 3, la trappe est ouverte, le pion 7 doit prendre en 18 et 13 prend 44 et Ndiaga ne s'en remettra pas. Voilà, donc des combinaisons multiples du championnat du monde. Alors, il y en a eu d'autres, celles qui n'ont pas été exécutées, mais qui étaient bien présentes dans la partie et qu'il a fallu éviter. Le panorama de ces combinaisons n'est pas exhaustif. On a vu, il y a eu beaucoup de gaffes, mais il y a eu aussi de très belles parties, et je vous engage à aller voir toutes ces parties, en particulier, évidemment, celle du gladiateur qu'est Alexander Georgiev, et qui remporte son 10e titre mondial, et qui est à égalité avec le record de Alexei Tchizov. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu de dames.